Et on va rester, parce que ça déchaîne toujours les foules. On aura le temps d'aller manger, je vous vois au fond partir. Pourtant, c'est un sujet que vous allez traiter en tant qu'interne plus tard. On va inviter Catherine Thomas, qui est notre référente à la direction des affaires juridiques, et on va parler refus de transfusion. On en a souvent parlé dans le pôle. On n'est pas forcément tous d'accord. On n'a pas tous les mêmes principes. En tout cas, la loi évolue et c'est important d'être au courant de ce qui se passe. Merci beaucoup, Madame Thomas. Il faut monter. On vous laisse. Bonjour. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais me présenter peut-être en 2 mots avant, même si j'ai bénéficié d'une petite introduction. En 2 mots avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors bon, j'espère que l'horaire ne va pas rendre trop indigeste la notion juridique, parce que c'est pas quelque chose, une chose à laquelle vous êtes forcément très familier en général. Alors, je suis Catherine Thomas, donc je suis effectivement directrice des affaires juridiques du CHU depuis maintenant 7 ans, donc ça commence à faire. Je suis magistrat de formation, et ça a un peu son sens dans mon propos, parce que j'ai pu être confrontée à ces notions de refus de transfusion dans le cadre de mon parcours professionnel, donc pendant une 20aine d'années avant de venir au CHU. Et je suis confrontée à ces sujets depuis, parce que vous êtes professionnels médicaux, assez souvent interpellants donc, sur ces questions-là. Ce sont des questions très délicates parce que les notions ne sont pas toujours simples à manier. Et voilà, et c'est souvent le soir, tard, où, que la question se pose, ou pendant les week-ends. Et donc j'ai mon astreinte téléphonique et je vous réponds assez souvent. Sur ces sujets-là notamment, bien sûr sur plein d'autres, mais sur ces sujets-là, et je vois à quel point mes réponses vous désespèrent parfois, parce qu'on parle de responsabilité. Ce qui vous inquiète le plus souvent, c'est, même si j'ai la liberté de faire ou de ne pas faire, qu'est-ce que je risque ? Voilà. Donc je vais essayer de rendre voilà, mon propos le plus vivant possible, bien que les notions juridiques sont ce qu'elles sont, et ensuite peut-être répondre à vos questions sur la thématique. Alors, en réalité, on a un conflit en fait entre des valeurs dans le refus de transfusion. Le principe qui est une liberté fondamentale, qui est le droit des patients, à accepter ou à refuser des soins. Et puis, vos obligations professionnelles qui sont de porter secours et qui vont évidemment vous mettre un peu dans la tourmente quand vous êtes face à un refus avéré dans des conditions qui vous semblent très délétères pour le patient. Alors, pendant longtemps, le patient était un peu un objet, en fait, dans les mains du praticien. Je dis ça avec beaucoup de respect parce que je sais que tous, les anciens, vous avez pris en compte les avis des patients depuis toujours, mais depuis 2002, les choses sont très très clairement dites sur le refus de soins, donc dans la loi Kouchner au départ, et puis qui a été amendée par la loi Leonetti en 2005 et la loi Claes-Leonetti en 2016. Donc vous avez un article du Code de la santé publique, l'article 1111-4, qui vient vous expliquer que les personnes prennent avec le professionnel de santé les décisions qui concernent sa santé, avec un corollaire qui est celui du droit de refuser ou de recevoir un traitement, par exemple. Donc le médecin a l'obligation de respecter la volonté du patient, après l'avoir informé donc des conséquences. Et si le patient maintient son refus de soins, il faut absolument, et ça j'insiste beaucoup, vraiment beaucoup pour ceux qui exerceront plus tard, tracer tout ce que vous pouvez au dossier médical du patient, et notamment ce refus de soins, parce qu'il vous sauvera de questions de responsabilité ultérieurement. Donc vous tracez, et puis, alors, ça c'est en général, vous avez bien compris qu'on ne parle pas forcément de la transfusion, mais c'est en général. Donc, on informe le patient, on trace, on essaie on lui conseille d'avoir une personne de confiance. Donc ça, c'est très important de réfléchir à cette notion de désignation de personne de confiance qui va pouvoir, à un moment donné, notamment si le patient à un moment n'est plus tout à fait conscient, vous expliquer quel était son choix. On écrit, on trace. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire face au refus ? Alors, vous avez 2 possibilités. Avant, vous en aviez 3, donc on va y aller, mais vous en avez 2. Vous pouvez, sauf en cas d'urgence, refuser de soigner le patient parce que cela vous pose une question
voilà, de respect de vos propres valeurs. Et donc, vous devez simplement respecter une règle qui est très claire, c'est la possibilité de continuer les soins pour le patient. Donc cela, ça suppose de trouver une équipe médicale qui acceptera de prendre en charge ce patient. Alors parfois, on ne trouve pas l'équipe médicale, il n'y a pas une urgence importante, mais au moins, on doit donner une liste des praticiens susceptibles de prendre le relais. On peut aussi pratiquer des soins nécessaires en respectant, donc des soins nécessaires, mais en respectant le refus exprimé par le patient. Et là, j'ai envie de dire, on ne risque rien. Là, c'est le plus simple. Le patient refuse des soins, vous vous conformez à son refus de soins. Pour avoir traité les questions pénales, de responsabilité pénale, dans le cas d'homicide involontaire, de blessure involontaire ou de non-assistance à personne en danger, aucune juridiction pénale ne viendra rechercher votre responsabilité dans la mesure où vous avez respecté tout ce process dont je viens de vous parler, information, traçabilité et respect du choix, du libre choix éclairé, encore une fois. Il ne faut pas avoir affaire à un patient qui manifestement ne comprend pas ce qu'on lui dit ou n'est pas en situation de discernement utile, mais sinon, là, vous ne risquez rien. Alors, la question de la transfusion. Est-ce qu'on peut procéder à une transfusion qui devient indispensable pour éviter un décès et malgré un refus? Alors, je l'avais mis initialement dans mon PowerPoint, parce que celui-là, je l'utilise quand même régulièrement, mais je l'avais mis comme une troisième possibilité, parce que je vous ai décliné les deux précédentes, et jusque-là, et jusqu'à il y a peu, je disais, et vous avez aussi la possibilité de faire quand même les choses, malgré son refus. Parce que pendant longtemps, donc malgré la réaffirmation de cette règle légale, un médecin qui effectuait une transfusion devenue indispensable pour sauver la vie de son patient, après avoir tout tenté pour essayer de respecter au mieux sa volonté, a pu faire valoir qu'il a agi conformément à son éthique et au respect des principes fondamentaux de la déontologie médicale, notamment s'agissant de toute action accomplie pour sauver ou préserver la vie d'un patient. Mais ce principe est quand même battu en brèche aujourd'hui. Et j'ai même envie de vous dire que j'aurais même pu aller plus vite en vous donnant la solution des dernières jurisprudences. Ça vous aurait évité tout cet historique pour ceux qui ont faim dès maintenant, mais je pense quand même que c'est important que vous connaissiez un tout petit peu l'historique. Alors, voilà l'historique des jurisprudences, puisque là, on a parlé des textes de loi et des corollaires. Là, maintenant, les jurisprudences pour illustrer. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais vous voyez, depuis 1998, on disait, en fait, que ne saurait être qualifié de fautif le comportement de médecins qui, dans une situation d'urgence, lorsque le pronostic vital est en jeu, en l'absence d'alternatives thérapeutiques, pratique des actes indispensables à la survie du patient et proportionnés à son état, fût en pleine connaissance de la volonté préalablement exprimée par celui-ci de les refuser. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait de cette volonté exprimée du patient, puisqu'on peut finalement le contredire en agissant dans un cas d'urgence, en effet, lorsque le pronostic vital est en jeu. Alors c'est toute la nuance que faisaient ressortir les juges en indiquant que voilà, il y a effectivement la volonté du patient qui est prioritaire, mais si vous lui sauvez la vie, en quelque sorte, vous pouvez utiliser les moyens et tous les moyens utiles malgré son refus. C'était une possibilité qui était acceptée. Jurisprudence du Conseil d'État en 2002, c'est pareil. Même chose, les médecins ne portent pas atteinte à la liberté fondamentale, protégée, donc en application de l'article du Code de la santé publique précité, ne portent pas une atteinte grave et manifestement illégale lorsqu'après avoir mis tout en œuvre pour convaincre le patient d'accepter les soins indispensables, ils accomplissent dans le but de tenter de le sauver un acte indispensable à sa survie proportionné à son état. Donc vous voyez, c'est des illustrations de la position des hautes juridictions. Les seules limites à la volonté du patient, c'est les refus de soins exprimés par des patients d'un mineur ou par le tuteur d'un majeur protégé lorsque cela, effectivement, peut conduire au décès. Donc là, on n'est pas dans la volonté exprimée du patient majeur, volonté claire, voilà. C'était la limite. Mais sans cela, on était vraiment dans un respect. Alors, j'ai enlevé pas mal de jurisprudence parce que jusque-là, ça s'arrêtait là, mon propos. Donc il fallait illustrer, il fallait faire comprendre, et puis il y avait les nuances de ce qui pouvait être alternatif, pas alternatif, voilà. Je recevais régulièrement la visite des témoins du comité de liaison des témoins de Jéhovah,
qui venait m'expliquer que oui, c'est possible pour le médecin, etc., mais il ne faut surtout pas. Et le droit, finalement, lui donne raison, en tout cas les évolutions jurisprudentielles donnent raison, finalement, au libre choix et au choix exclusif, finalement, du patient, puisque depuis la Cour d'appel la Cour administrative d'appel de Bordeaux, donc fin 2022, a considéré que même si les soins sont vitaux, et notamment une transfusion avec pronostic vital engagé, la volonté du patient doit être respectée si elle a été manifestée clairement. Donc en l'espèce, vous avez un témoin de Jéhovah qui refuse, en connaissance de cause. 2 premières transfusions sont réalisées dans l'urgence avec un patient inconscient qui n'avait pas manifesté par écrit et très clairement son refus. Et donc la Cour a validé les 2 transfusions réalisées dans l'urgence, mais pas la 3e transfusion qui a été réalisée après que le patient ait repris ses esprits, donc, et refusé une 3e transfusion, refus clair, précis, qui avait été tracé, et alors même que le pronostic vital restait engagé. Donc il faut voir que les conséquences sont très lourdes, parce que on pourrait se dire, bon, bah oui, mais quelles sont les conséquences ? Les conséquences sont quand même importantes, puisqu'on reconnaît qu'il y a une faute, donc on le reconnaît un préjudice pour le patient. Vous avez sauvé une vie, donc vous vous dites, il n'y a pas de préjudice. Où il est le préjudice ? Vous avez quelqu'un qui est vivant, qui est peut-être en bonne santé grâce à vous. Où est le préjudice ? Eh bien, ce que les témoins de Jéhovah nous expliquent, c'est qu'ils sont en pleine dépression lorsqu'ils se réveillent et qu'ils constatent que, contre leur volonté, on les a transfusés et que finalement leur avoir sauvé la vie n'était pas leur souhait en réalité, et qu'ils sont dans des dépressions les plus importantes. Et la Cour administrative de Bordeaux a condamné le CHU de Bordeaux, puisque ça s'était passé dans un contexte hospitalier, à indemniser le patient sur la base d'un préjudice moral, donc lié à sa dépression post, on va dire, transfusion, puisque, encore une fois, ce n'était pas sa vie qui était en jeu pour lui, mais ses valeurs et ses principes de vie, mais ses choix. Alors, récemment, donc vous voyez, il y a 1 an, cette tendance jurisprudentielle a été confirmée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, du 17 septembre 2024, sur un sujet espagnol. Alors, je n'ai pas repris tous les détails, parce qu'évidemment, chaque État a ses pratiques, donc on allait se perdre. Mais pour en venir aux conclusions, donc on a une patiente qui doit se faire opérer donc en programmé. Elle écrit sur 3 documents différents qu'elle ne veut pas de transfusion. Elle est admise à l'hôpital pour son opération programmée, mais elle est transférée dans un autre hôpital en raison d'une hémorragie qui ne pouvait pas être prise en charge dans le premier hôpital. Dans le second hôpital, méconnaissance de l'existence de ces 3 documents et transfusion. Donc la CEDH a considéré qu'il avait une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire le respect à la vie privée, parce que le processus décisionnel avait ignoré les directives consignées à différents moments et sous différentes formes. Donc, j'en déduis que cela vient confirmer que même si une intervention est programmée, on doit encore prendre en compte des directives antérieures en cas d'enjeu vital. D'accord ? Et la conclusion, c'est que aujourd'hui, c'est maintenant vraiment très très clair, seule la transfusion urgente dans un contexte d'enjeu vital et de refus non exprimé ou non clairement exprimé est validée par les juges. D'accord ? Dans les autres cas, donc un préjudice moral est reconnu désormais et coûte effectivement très cher aux établissements hospitaliers, donc en lien avec une action fautive du médecin. Et j'ai envie de dire, pour extrapoler, que peut-être plus tard, et là ça concerne nos jeunes collègues, vos jeunes collègues, pardon, eh bien, on pourra même peut-être mettre en exergue une faute détachable. La faute détachable, qu'est-ce que c'est ? C'est une faute qui consiste, qui est quasiment volontaire, commise par un médecin d'un établissement public qui est quasiment volontaire. C'est le cas le plus simple, c'est le chirurgien qui arrive alcoolisé et qui va pratiquer une intervention chirurgicale en état alcoolique. Le CHU ne va pas indemniser les fautes qu'il va pouvoir commettre dans le cadre, par exemple, d'un geste opératoire maladroit lié à son alcoolisation. Ça, c'est une illustration très simple. Dans le cadre de la transfusion malgré un refus, on pourrait considérer ultérieurement, on n'en est pas là, mais on pourrait considérer ultérieurement, si on suit cette jurisprudence et qu'on va encore plus loin dans le droit du patient, avoir reconnu totalement sa position et son positionnement, à ce qu'un établissement hospitalier considère que
cet état de jurisprudence étant tellement clair, les choses étant tellement posées par les textes et par la jurisprudence, que le médecin qui va pratiquer une transfusion hors ce cadre précis, eh bien, se met en faute parce que volontairement, il s'en détourne. Voilà. Donc là, je fais peut-être un peu de science-fiction. On n'en est pas là. Vous voyez, le CHU de Bordeaux a pris en charge les réparations du préjudice pour couvrir dans le cadre de la protection qu'il doit à ses praticiens hospitaliers. Donc, c'est lui qui est en paravent. Peut-être que dans l'avenir, ça sera encore modifié parce qu'on considérera que vous avez volontairement violé une règle précise. Voilà. Donc, je ne vais pas plus loin parce que j'ai essayé de faire soft, parce que peut-être que vous aurez des questions. Là où je ne vais pas être bonne, et ça vous me comprendrez, c'est sur les questions d'alternatives. Hein, voilà, parce que là où les témoins de Jéhovah, et notamment les représentants de leur comité de liaison, sont très forts parce qu'ils viennent avec de la documentation. Et très souvent d'ailleurs, ils disent, vous, service juridique, vous pouvez être le relais dans le cadre des questions qui vous sont posées, mais surtout n'hésitez pas à donner nos coordonnées en fait aux praticiens, anesthésistes, chirurgiens qui se posent des questions, parce que nous pourrons effectivement avec eux voir les solutions alternatives, parce qu'il y a des produits sanguins. Bon, voilà, je ne connais rien là-dessus et c'est normal, mais il y a des produits sanguins qui sont effectivement ne sont pas contrariants, on va dire, dans le cas des prises en charge pour les témoins de Jéhovah. Voilà, je m'arrête là et je peux répondre à quelques questions juridiques si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, là, il y a d'emblée 4 mains levées. Là. Juste avant les questions, quelques remarques. Il y a énormément de thèmes dans cette présentation. Il y a l'urgence vitale, il y a le programmé, il y a le respect de la volonté clairement exprimée par un patient conscient par rapport à un projet thérapeutique plus ou moins urgent ou plus ou moins programmé. Enfin, ça fait de nombreuses situations qui exposent à différentes choses et qui sont gérables différemment. Faire attention à ça. Ça, c'est juste mon préambule à toutes les questions. On va essayer de les faire avec le micro. Si justement tu as le micro, comme ça tu peux commencer et après tu passes le micro. Merci beaucoup, c'est super. Un commentaire, une question. Le commentaire sur le cas Pinto, en fait, quand la patiente est transférée d'un hôpital à l'autre, il y a un hôpital où elle était suivie pour un myome, elle a été vue plusieurs fois et donc c'était parfaitement bien consigné. Elle est transférée dans la nuit dans l'autre hôpital pour urgence cette fois-ci parce qu'elle se mettait à saigner. Et en fait, les médecins de l'hôpital de La Paz, ils ont appelé le procureur de la République pour avoir l'autorisation de transfuser en urgence. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand ils ont appelé le procureur de la République, ils n'avaient pas l'identité de la patiente. Ils ont dit, ouais, elle a vaguement dit à l'oral qu'elle ne voulait pas, mais en fait, elle ne va pas bien, donc c'est pas possible. Ils lui ont menti en lui disant, enfin, ils lui ont menti par omission peut-être, mais en tout cas, ils ont dit qu'elle n'avait pas de directive écrite, alors qu'elle avait écrit plein de fois déjà, etc. Et je pense que ça a pas mal joué. Alors les médecins, du coup, ils ont dit, bah, moi j'ai le feu vert du procureur, donc c'est bon. Et d'ailleurs, la cour d'appel, en Espagne, ça avait été jugé comme les médecins non responsables, et c'est pour ça qu'ils sont montés à l'Europe pour voir. Mais donc il y avait un problème en fait sur la transmission quand on change d'équipe, de bien transmettre, y compris que c'est factuel, écrit, répété. Et ma question... S'il te plaît, ta question. Ma question, c'est, dans ces enjeux de transfusion chez le témoin de Jéhovah, il y a l'enjeu d'être exclu de la communauté si la communauté apprend qu'on est transfusé. Est-ce que il est... Parce que j'ai assisté à une conférence de consensus sur la transfusion il y a 20 ans, un cas qui était proposé de dire on peut faire sortir complètement du dossier, on peut faire un pacte avec le patient pour lui dire que sa transfusion sera non connue, que même s'il meurt, etc., personne ne pourra donc effacer du dossier médical ou ne laisser aucune trace dans le dossier médical que le patient a été transfusé, même si les ayants droit derrière veulent le dossier ou quoi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire encore ou pas? Non, alors là, vraiment, je vous le déconseille fortement, ce type de pacte, hein, parce que si n'importe qui d'autre l'apprend, le sait, etc., ça viendra mais si le patient exprime la volonté si vous voulez. Si le patient exprime clairement la volonté qu'il ne veut pas qu'il y ait de traces dans son dossier. Non, le patient ne peut pas vous dicter ce qui doit être ou pas, figurer ce qui peut être ou non dans le dossier. Le dossier, il doit être complet
Et surtout, ne pas présenter d'éléments qui pourraient vous mettre en difficulté ultérieurement. Vous savez quelque chose, vous devez le tracer au dossier. De toute façon, ça pourrait être très nuisible. Hein. Bonjour, je voulais poser la question inverse. Est-ce qu'il y a eu des équipes ou des médecins qui ont été condamnés alors qu'ils avaient recueilli du coup l'accord écrit, qu'ils ont fait une épargne transfusionnelle parfaite et qu'ils ont respecté et qui ont fait décéder le patient et qui l'ont pas transfusé, qui ont été attaqués après à distance par la famille, qui n'étaient pas d'accord avec la volonté du patient? Alors, je suis pas sûre d'avoir... Vous pouvez reprendre... Pardon. Est-ce qu'il y a eu des équipes qui ont été condamnées parce qu'ils ont effectivement pas transfusé le patient et qui a conduit au décès du patient? Non. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, vous ne risquez rien à adhérer finalement à la volonté du patient, s'il refuse. Oui, parce qu'il y a même eu des plaintes de familles qui ont accusé l'hôpital en disant « vous avez laissé mon père mourir parce que vous ne voulez pas transfuser ». Il n'y a jamais eu de condamnation. D'où l'intérêt de tout tracer. C'est-à-dire que là, vous dites, j'ai respecté la volonté du patient. Sa famille n'est pas d'accord, mais en fait, la volonté de sa famille, en fait, c'est pas un sujet. Oui, bonjour. J'ai également une question sur le refus écrit en transplantation dans le don d'organes, même si le patient a formulé qu'il était donneur d'organes. Au dernier moment, on vient demander à sa famille savoir s'il était toujours d'accord. C'est-à-dire qu'on lui a laissé l'opportunité d'avoir changé d'idée entre-temps. Donc si on outrepasse des volontés écrites d'un malade, peut-être qu'on estime qu'il a pu changer d'avis entre-temps. Alors, l'avis de la famille, en fait, c'est quelque chose qui doit vous apporter des informations, mais c'est pas ça qui compte, en fait. C'est vraiment l'avis du patient. S'il l'a écrit... Il a pu changer d'avis. En don d'organes, on lui laisse l'opportunité. Pourquoi est-ce que nous, avant de le transfuser, on ne peut pas se dire également, comme un jeune de 18 ans à qui on annonce qu'on va amputer une jambe, il va nous dire non, mais on sait très très bien qu'il va quand même avoir une qualité de vie préservée derrière. Tout à fait. Alors, parce que dans les questions de transplantation, d'organes, il y a des conséquences qui sont très traumatisantes pour les familles. Donc, à ce stade, c'est un sujet qu'on évoque, effectivement, dans ces questions, quand elles sont posées, c'est qu'on sait que finalement, on ne va pas contredire la famille lorsqu'elle vous dit « il a changé d'avis ». Nous, on le sait, etc. Voilà. Et on le respecte. C'est encore une position maintenant d'actualité. Mais pour les questions de transfusion sanguine, là, pour le coup, si on a quelque chose d'écrit et que le patient l'a réitéré, parce que ce que je n'ai pas insisté, mais en fait, c'est la réitération du refus du patient qui doit être tracé. Donc, à plusieurs moments, vous lui expliquez qu'il risque de mourir, etc. Bon, voilà, vous tracez les choses, vous vous en tenez à ça. Voilà. Ça n'a pas les mêmes conséquences, je dirais, dans la relation que vous pourrez avoir avec la famille. Là, les transplantations, c'est quelque chose qui est encore très touchy en fait, à gérer pour le corps médical et on ne va pas contre les volontés exprimées par la famille. En tout cas, les refus. Attends, il y a quelqu'un qui a le micro avant toi. Oui, pardon. J'arrive avec le... Moi, j'avais une question, c'était si jamais le patient ne décède pas, mais reste dans un état critique qui nécessiterait une transfusion, est-ce qu'il est licite de démarrer des soins palliatifs ou est-ce qu'il faut continuer une réanimation qui sera peut-être lourde et inefficace, quitte à basculer dans l'acharnement thérapeutique parce que sa volonté n'est pas de mourir, mais juste de ne pas être transfusé? Oui, mais sa volonté, elle est aussi d'en assumer les conséquences et éventuellement de mourir. Donc à ce moment-là, on pourrait dire que le patient sort du bloc opératoire avec un taux d'hémoglobine qui n'est pas compatible avec la vie, il ne meurt pas, mais je ne veux pas le transfuser parce qu'il a exprimé son refus. Je peux dire que je démarre des soins palliatifs alors que je pourrais peut-être essayer des alternatives déraisonnables pendant un certain temps? Alors ça, c'est à discuter en réunion collective, je pense, vraiment. Je ne peux pas vous donner toutes les solutions, il n'y a pas A plus B égale C dans tout ce que je vous dis, il y a des choses claires et voilà, vous serez parfois à la marge. Maintenant, le patient, il assume aussi les conséquences. Et ils le disent tous, très clairement.